Ce podcast traite de sujets sensibles liés aux tueurs en série et inclut des descriptions explicites pouvant choquer. Il est recommandé de l'écouter avec prudence. Des tueurs en série. Des meurtres sordides. Plusieurs victimes. Aujourd'hui, on vous raconte leurs histoires. Bienvenue au fil du crime. Robert Pickton. Robert Pickton. Robert Pickton. Robert Pickton. Robert Pickton. Robert Pickton was one of Canada's worst serial killers. Unit, and that's where the serial killer was speared in the head. Pickton was charged in the murder of more than 24 women, but was only ever convicted in 6 life in prison with no parole eligibility for 25 years. Destroyed thousands of pieces of evidence seized during the Pickton investigation. Parlons maintenant du tueur en série Robert Pickton, qui a été victime d'une grave agression au pénitencier de Port-Cartier. Tout à fait, Sophie. Il est entre la vie et la mort présentement. C'est Service correctionnel Canada qui a finalement confirmé hier qu'il y avait eu une agression sur un détenu. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au fil du crime dans lequel on va parler des histoires des tueurs en série qui ont marqué l'esprit, le monde entier et puis des tueurs aussi proches d'ici. Des fois, ça va arriver que ça va être proche, je dis proche d'ici, proche du Canada, aux alentours. Mais bref, bienvenue Gab. Comment ça va, Ali? Ça va très bien. Gab qui va être le conteur de toutes ces histoires-là. Moi, je vais y aller plus avec des faits divers, des informations supplémentaires, le truc, l'aspect film aussi derrière ça, parce que ça en a inspiré beaucoup. Gab va être le conteur et aussi, on va avoir Melissa Carenzi, experte en programmation neurolinguistique, qui va faire sa capsule téléphonique avec nous pour nous faire des portraits et des profils des tueurs en série. Donc, Gab, bienvenue. Ben, merci beaucoup. Fait que, Gab, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Tu vas nous conter ça? Ben, moi, dans le fond, je vais raconter des histoires de A à Z, mais je vais essayer de résumer ça le plus possible parce que souvent, vous allez voir que c'est des histoires qui s'étalent sur des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Fait qu'on s'entend que c'est des gros dossiers, mais je vais essayer de raconter ça en détail le plus possible, mais en essayant de compacter ça un peu. Parce que souvent, c'est des histoires qui sont longues, puis on veut pas faire. On veut pas faire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 sur des individus à un moment donné. Là. C'est ça. Mais on va avoir beaucoup de détails quand même. Oui, ça va être très croustillant. Pas tant censuré, c'est pour ça, aux âmes sensibles, c'est important de. Oui. que les. Tu sais, moi, je vais te poser la question, on reviendra après, mais pourquoi que tu as décidé d'embarquer dans ce podcast-là? C'est quoi qui te passionne de ça? Ben, j'ai tout le temps été un amateur de séries policières, de films policiers. J'écoutais CSI beaucoup avec ma mère. Oui. Quand Il y en a eu beaucoup, jeune. CSI. Hein? Il y en a eu beaucoup, hein? CSI Miami, New York, c'est pas ces affaires-là? Ben, Miami, mais ça, c'était pas CSI. Ah, ça se peut. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire, mais c'est pas grave. Affaire. Mais oui, j'ai tout le temps été un amateur de films d'horreur aussi, amateur d'histoire. Puis, on dirait que quand que j'ai allumé que il y avait certains films d'horreur bien connus, des classiques de l'horreur, qui étaient basés sur des histoires vraies parce que le réalisateur, même si le film n'est pas toujours marqué comme basé sur une histoire vraie, il a bien fallu que le réalisateur aille chercher son inspiration à quelque part. C'est ça, qui s'inspire à quelque part. Là. C'est ce côté-là qui m'a intéressé. Puis vous allez voir que souvent, la réalité dépasse la fiction. Oh oui, vous allez voir assez vite, en commençant par aujourd'hui aussi. Oui. Fait que ça va être très le fun à voir. On va rentrer dans les détails. On va aussi analyser ça avec Mel dans sa capsule. On va relater des faits divers, des informations, puis c'est ça qui va être très intéressant. Donc, j'aimerais que tu nous présentes et tu nous parles pas notre premier invité, là, parce qu'on ne veut pas les mettre en valeur. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Cette année, on ne veut pas les mettre en valeur. On veut juste analyser la psychologie autour de ça. C'est ce qui me passionne, moi, dans ce truc-là. Tu sais, c'est le côté, le pourquoi, le comment, d'où ça part. C'est intéressant parce que vous allez voir qu'il y a des similitudes entre chaque. Là. Ouais. Puis, c'est vraiment pas des mettre en valeur, mais plutôt expliquer ce qui s'est passé
avec des informations que c'est pas tout le monde qui sait. Là. Mais c'est surtout aussi s'en mettre les yeux en face des trous puis Ouais. voir que ça se peut. C'est des choses qui Ben sont oui. arrivées, c'est des histoires vraies. Ça peut être des voisins, hein? Oui. Puis il y a eu des victimes là-dedans aussi. Fait que c'est surtout important de ne pas les oublier. Non. On va essayer de, comment dire ça, de raconter l'histoire le plus bref possible, Ouais. comme que je disais. Puis Puis le plus véridique qu'on Ouais. sait aussi, parce Ouais. qu'on a fait des recherches, on n'est pas des beaucoup de criminalistes. recherches. Non. Puis on travaille pas pour la police, etc. Là, mais on a fait beaucoup de recherches pour savoir ce qui s'est passé de façon le plus vraie possible. Parce Oui. qu'il y a beaucoup de fausses informations, des fausses images, des fausses affaires. là. Oui, énormément. Fait qu'on fait notre possible. On essaie de limiter Oui. le nombre d'erreurs aussi. Oui. Donc, est-ce que tu nous présentes notre premier tueur en série? Ben, on va parler de la pire crapule qu'on aura eu au Canada. Robert Willie Pickton. Un beau phénomène, hein? Oui. Puis là, soit dit en passant, je ne sais pas si vous écoutez ça ce soir ou à quel moment, mais pour les amateurs de porc, ce n'est pas le moment. Hein? Faites-vous pas un filet de porc en Faites-vous pas un filet de porc, des côtes levées. Non. Tout ce qui est porc, on vous. Même une petite slide de bacon s'il l'écoute le matin. C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Mais Robert Pickton, ouais. Oui, ben, on va parler de Robert Pickton. Les événements qu'on va parler, ça se passe entre le milieu des années 70 et la fin des années 70 Mhm. et 2002. Puis tu vas comprendre que s'il y a un si gros laps de temps dans Ouais. les événements, c'est parce qu'il n'y a pas juste l'individu qu'on va parler qui l'a échappé. Non, effectivement. Il y a beaucoup de détails. Puis, écoute, je suis bien intéressé de voir qu'est-ce que tu vas nous raconter. Je vais te laisser raconter ça. Je vais intervenir aussi. Je vais y agrémenter de mon grain de sel. Et puis, je t'écoute. On a bien hâte de voir ça. Fait que Robert Pickton, mesdames et messieurs. Ben, on est à la fin des années 70. T'as des prostituées dans le downtown East Side de Vancouver. Ben, des prostituées. Là-dedans, t'as des toxicomanes, t'as des prostituées, t'as des femmes vulnérables. T'as un beau melting pot. Exactement. Puis, ils se mettent à disparaître une après l'autre. Puis, dans le downtown East Side de Vancouver, je sais pas si tu as déjà été à Vancouver. Pas encore. J'y ai déjà été à Vancouver. Oui. Très beau. Oui, c'est ça, C'est j'allais très- dire. C'est très beau, sauf que, tu sais, comme toutes les grandes villes, t'as des quartiers un peu plus désœuvrés. Ouais. Plus. Moins fréquentable, mettons. Exactement. Puis le downtown East Side, nous autres, on a dormi dans downtown Vancouver. Puis déjà là, je peux te raconter une anecdote. Quand on était sortis pour aller à l'aéroport pour venir ici à Montréal, il était 5 heures du matin. Puis, quand on est sorti de l'hôtel, il n'y avait personne dans les rues. Personne, c'était désert. On était, moi puis ma blonde, avec nos valises. Puis on s'était dit la veille, on va prendre le métro qui est à côté de l'hôtel pour aller jusqu'à l'aéroport parce que là-bas, c'est bien fait parce que le métro s'en va direct à l'aéroport de Vancouver. Fait que t'as pas de casser à la tête. Sauf que quand on est sorti de l'hôtel, les barrières étaient fermées. tu sais, les barrières qui descendent. Les là, gates, comme les là. gates, Ah là. ouais, ok. Fait que, on était les deux tout seuls dans les rues de Vancouver. On entendait des La vie, itinérants, des de toxicomanes. nuit. Tu sais, t'entendais. C'était un peu comme des zombies, un peu. si Ah on peut ouais, mais dire. c'est comme des fois, tu sais, exemple, je veux pas qu'on aille trop là, mais mettons Vegas, tu sais, ça bouge la nuit. Là-bas, Ouais. ça doit être pareil. Là, tu sais, ce monde-là, il bouge la nuit. Hein? Mais le matin, honnêtement, à 5 heures du matin, c'était désert. C'était Ouais, désert. ah ouais. J'ai pas eu peur souvent dans ma vie, là, mais cette fois-là, je te dirais, c'était une des shots que j'ai eu le plus peur parce qu'il fallait se rendre à une autre station de métro qui était peut-être à 1,5 km de la station où c'est qu'on était. OK. Fait qu'on marchait. pied? Oui. Fait que les deux, on marchait avec nos valises pour se rendre à l'autre station de métro, mais tu sais, entre ça, tu te promènes. C'était freakant. Ouais, ben- C'était freakant parce que Vancouver. 2 victimes faciles, là, Oui. avec les valises. Oui. Mais tu sais, c'est parce que Vancouver, tu sais, on connaît surtout Vancouver pour l'itinérance. Puis la veille de ça, moi puis ma blonde, on avait croisé justement un toxicomane dans un abribus, comme on appelle. Ouais, c'est un ouais. abribus. Ouais.
l'homme est un petit peu en psycho. Il s'est mis à varger dans la vitre de l'abribus puis dire qu'elle allait nous tuer. Là. Et c'est bon, ok, ouais. Ça donne le goût d'y aller. Tu comprends que le matin, quand tu te réveilles, t'es tout seul avec tes 2 valises, tu te promènes dans le centre-ville de Vancouver, t'entends le monde dans les alentours. Puis on dirait quand on n'est pas chez nous, on dirait que c'est. Ouais, c'est ça. Sent comme pas en sécurité. Tu te sentais un peu comme c'est ça, dans une Pas place. safe. Pas safe, c'est ça. Fait que ça, c'est Vancouver. C'est Vancouver. Puis le downtown Eastside, où c'est que ça se passe, notre histoire, on peut quasiment comparer ça au East London de Londres dans le temps de Jack l'Éventreur. C'est très mal famé, c'est un quartier très pauvre, très... un peu louche. C'est ça, exactement. Puis, tu as des prostituées qui se mettent à disparaître une après l'autre, ou des femmes vulnérables, comme que je disais tantôt. Ouais. Les femmes, ils se mettent à se tenir ensemble, ils se mettent à prendre en note les numéros de plaques qui viennent chercher des filles. Pour comme avoir un genre de petit c'est ça. Tu as un climat de terreur qui s'installe dans le... Comment on allait dire? Dans ce quartier-là. Downtown Eastside à Vancouver. OK. Puis, toutes ces disparitions-là, ça a duré jusqu'au début des années 2000. En 2001, il y a tellement de femmes qui disparaissaient. On était rendu à au-dessus de 60 femmes qui avaient disparu. Dans la même année? Non, jusque dans les années 2001. OK. Oui. C'était en masse. Oui, c'est ça, c'était en masse. Fait que c'est ça, jusqu'à fin des années 70 jusqu'au début des années 2001, il y a plus qu'une 60aine de femmes qui ont disparu. Puis il y avait tellement de disparitions, les familles faisaient beaucoup de plaintes à la police, les proches des disparus voulaient avoir des réponses. Tellement qu'à un moment donné, les autorités à Vancouver, il a fallu qu'ils donnent une grosse somme d'argent pour avoir des informations sur les disparitions. Ah ouais? Oui, puis tiens-toi bien, la récompense était de 100 000 $ pour avoir des informations. Dans ce temps-là? Dans ce temps-là. Fait que ça doit être beaucoup aujourd'hui. Oui. Puis c'est ça, il y avait une très grosse somme d'argent pour avoir des informations. Puis tu comprends qu'avec une somme d'argent comme ça, il y a plein de monde qui se sont rués pour donner des informations. Puis le nom du Pig Farmer est souvent revenu. Très souvent revenu. OK. C'est qui ça, le Pig Farmer? Qui est-ce? C'est un homme du nom de Robert Willie Picton. Ben, il est né en 1949 à Port Coquitlam, qui est une banlieue nord-est de Vancouver, peut-être à 25 km. OK. Ils avaient une très grosse ferme porcine. La famille Picton avait une très grosse ferme porcine pas très propre. Ça va revenir souvent. Ouais. C'est un adjectif qui qualifie bien l'aventure. Oui, exact. Puis, c'était une famille de 3 enfants. En fait, les parents, c'était Léonore et Louise Picton. Ouais. Les 3 enfants, t'avais la plus vieille, Linda, celui du milieu, David, et le 3e, le cadet, Willie. Robert. Qui nous intéresse énormément. Oui, son nom était Willie. Ah, OK, bon, parfait. Oui. Ça, c'était pas son nom de baptistère, mettons, là. Je pense que oui. De certificat de naissance, mettons? Oui, là? OK. Robert Willie Picton. OK, c'était comme son deuxième nom. C'est ça, c'était son deuxième nom. OK. Puis très jeune, les parents ont décidé d'envoyer la plus grande sœur, vivre à Vancouver chez de la famille parce qu'ils trouvaient que l'environnement dans une ferme porcine, c'était peut-être pas l'idéal. Pas l'idéal pour une fille. Ouais. Bon, on s'entend que c'était la mentalité dans ce temps-là, parce que... Selon les intérêts aussi. Les fermières, on en connaît. Là. Ouais, on en connaît, mais il y en avait sûrement moins avant, peut-être. Oui. Mais c'était la mentalité dans ce temps-là. Ouais. Puis les parents, Robert et Louise, pas Robert, excuse-moi, Léonore et Louise, c'était des parents très austères, très durs, très sévère, à la ferme, sévère, c'est ça. Là, je veux dire, tu sais, des parents de ferme. Là. Ils voulaient que leurs enfants les aident à la ferme. Puis, comment dire ça? La priorité, c'était vraiment les cochons. C'était vraiment ça, la mentalité, c'était les cochons avant tout. Mais, somme toute, les enfants, ils n'ont pas eu une si mauvaise enfance que ça. Ils ont quand même eu une enfance. Ils avaient le 3 repas par jour. Ils allaient à l'école. Ouais. Ils avaient accepté que
mettons, il était sévère, that's it. Ouais, c'était des parents sévères, mais comme dans ces années-là. Mes parents, ils ont eu des parents sévères aussi. C'est vrai, c'est vrai. Les leurs. Jusque-là, tout va bien. Tout est à de l'allure. Ouais, jusque-là. OK. Vous comprenez qu'à la ferme, on peut compter qu'il y a le père Léonard, la mère Louise et les 2 frères, David et Robert. Yes. Puis, on peut pas dire que c'était des gens très propres, les Picton. Pas du tout. Les enfants étaient beaucoup intimidés à l'école à cause que, justement, vu qu'ils vivaient dans une porcherie, ils se lavaient pas. Non. OK. Ils se lavaient pas, ils arrivaient à l'école souvent souillés. Ça puait, j'imagine. Ils se faisaient traiter beaucoup de Sticky Piggy en anglais, c'est ça? Sticky Piggy? Ouais. C'est genre quoi, comme cochon qui pue? Des cochons puants. Ouais, c'est ça. En français, je pense. Un beau compliment, mettons. Ouais, c'est ça. Puis Robert Picton, c'était quelqu'un de très antisociable, très introverti, il parlait pas à grand monde. Dans sa bulle. Il était beaucoup dans sa bulle. Puis la ferme des Picton, c'était... Les cochons se promenaient dans la maison. Ah ouais? Ouais. Comme genre un chat, un chien. Oui, c'était tellement malpropre comme environnement. T'avais des cochons qui se promenaient dans la maison, qui faisaient le besoin de cochons. C'était vraiment pas des gens propres. Puis ça va revenir souvent dans notre histoire. Ben, je pense que l'expression qui pourrait bien décrire la maison, ça devait être une soue à cochon. Tu sais, on connaît ça. C'est carrément. Oui, c'était exactement ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, t'as l'environnement de la ferme des Picton. Ouais. Grosse ferme, porcine, les enfants sont pas très propres, les parents non plus. Il y a très peu de photos, très peu d'informations sur les parents. OK. J'ai réussi à trouver une photo dans un forum sur Internet des parents apparemment de Louise et Léonard Picton. Je vais mettre un gros bémol là-dessus parce que j'ai entendu souvent la description de la mère de Robert Picton, puis ça ne correspond pas du tout même à la photo que je t'ai envoyée. Ouais. Ouais, c'est dur à trouver. Bon, on va pas la montrer au pire après le montage. On va vous montrer ça. Oui. Mais c'est ça, la mère était décrite comme très grande, pas de dents. Édentée. Souffrant de calvitie. C'est pas le père, tu parles plus? Non. C'est boire. Gargamel, mettons. Gargamel. Une robe pas très flatteuse. Elle portait un bandeau. Des bottes de fermière. OK. Chic, à souhait, là. Ça l'imagine un peu. Fait que c'est pour ça que je te dis que la photo qu'on va mettre à la fin, que j'ai réussi à trouver dans un forum qui proviendrait d'un livre, je vais mettre un gros bémol là-dessus. OK. C'est une prédiction aussi. Mais bref. C'est pas grand-chose. À l'âge de 11 ans, Robert Picton, toujours, comment dire ça, très introverti. Il aime pas beaucoup le monde. OK. Avec son argent de poche, il décide de s'acheter un veau. Là, je vais raconter une anecdote sur sa jeunesse. Il décide de s'acheter un veau qu'il va considérer comme son meilleur ami. Oui. Il me semble qu'il y a un épisode des Simpsons, à un moment donné, c'est que Bart Simpson, il se fait ami avec un veau. Ça se peut-tu? Ah, ça se peut, c'est beau. Je serais pas surpris, ils prédisent plein d'affaires. Là, je sais qu'ils prédisent plein d'affaires, mais ça, c'est arrivé. Qu'est-ce que je te raconte là, c'est arrivé avant, par exemple. Ah ouais? OK. Ben, Robert Picton avait 11 ans. Fait que c'est arrivé... Puis il s'est acheté un veau. Il s'est acheté un veau. OK. Ah ouais. Puis il le considérait comme son ami, son meilleur ami. Ah ouais, OK. Ah ouais. Puis à un moment donné, il est arrivé de l'école, puis ses parents, ils ont annoncé... C'est vraiment pas drôle, ça va être triste que si je vais te raconter. Ses parents, ils ont annoncé que son veau, il était mort. Ah. Ses parents l'avaient tué. Ah ouais, c'est ses parents. Et ses parents l'ont abattu. Esti. Fait que imagine-toi dans la tête de l'enfant qu'il voit son... J'espère que c'était pas ça le souper. En plus, ça se tient. Vaut rien, hein? Vaut rien. Méchant vaut rien. Exactement. Non, c'est assez élevé. Ah oui. Puis c'est ça. Fait que Robert Picton va grandir dans cet environnement-là. Là. Puis une autre anecdote qu'on peut raconter pendant l'enfance de Robert, son frère David, quand il a eu son permis de conduire, il avait emprunté la camionnette de sa mère. OK.
il était parti avec la camionnette. En revenant à la maison, il a heurté un jeune garçon sur la route. Oh! Il a heurté un jeune garçon sur la route, puis là, il savait pas quoi faire. Il revient chez eux. L'enfant est tout le temps vivant à ce moment-là. Là. Okay. Le petit gars est encore vivant. Qui a été heurté. Qui a été heurté, il est toujours vivant, il est sur le bord de la route. Là. Oh! Il revient chez eux, il dit à sa mère je viens d'heurter un jeune garçon avec ta camionnette. La mère, très chaleureuse, comme que j'ai pu te le raconter. Comme on la connaît bien. Oui, c'est ça. Elle dit bon, passe-moi le pick-up. Elle s'en retourne à la place où c'est qu'elle avait heurté le jeune garçon. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que elle a pris le jeune garçon. Il est toujours vivant, là. Oublie pas. Ouais, c'est ça. Elle a pris le jeune garçon, elle l'a mis dans le fossé. Elle l'a roulé dans le fossé. Il a roulé dans le fossé, il a tombé face dans une flaque d'eau, puis il est mort noyé. Dans la flaque? Dans la flaque. Ah, il est retourné chez eux. Merci, bonsoir. On passe à autre chose. C'est ça. Les policiers l'ont retrouvé, mais ils se sont jamais doutés que c'était les Picton. Ce temps-là, ils ne devaient pas avoir les d'emprunt puis ces affaires-là, ou c'était pas assez poussé. C'était pas encore assez poussé, pas du tout. Fait que c'était comme dur à... Oui, c'était dur à catégoriser que c'est une telle personne. Là, mais exact. Bon. Mais t'es retourné chez eux, les policiers ont réussi à retrouver le garçon, il était mort noyé. Ils ont jamais su que c'était qui avait heurté le jeune garçon. Fait que jusque-là... Ça donne une idée de la mère, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Très bonne mère. Mère, comment on pourrait dire, idéale. Là. Exactement. On recherche toute une bonne mère comme ça. Mais non, ça part mal. Ça part très mal. Ouais. Bref... On est rendu dans les années 70, fin des années 70. Les deux parents meurent un à la suite de l'autre. OK. Après la mort des parents, les 3 enfants ont hérité de la ferme. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les enfants ont vendu des grandes parties du terrain. À des agences immobilières, des constructions, pour faire des gros projets. Là, c'est ça, faire des projets, des contracteurs immobiliers. On va dire ça de même. Ben Puis, comme qu'on peut voir sur Google Maps, on peut voir que c'était pas si isolé que ça, la ferme. Hein? On voit qu'il y a énormément de maisons qui avaient poussé alentour de la ferme. C'était vaste, c'était plus vaste. Oui, mais je veux dire, tu sais, on voit la ferme, mais on voit que on voit qu'il y a plein de maisons dans les alentours. Fait que c'était pas si isolé que ça. Non. Ça, on va revenir avec ça après parce que ça va être important pour la suite de notre histoire. Oui, ça va avoir un impact. Fait que tu comprends que si les enfants ont vendu des grosses parties de terrain à des contracteurs immobiliers en banlieue de Vancouver, on s'entend que les enfants ils ont fait de l'argent puis pas à peu près. Oui. On s'entend qu'ils ont fait la pièce puis pas à peu près. Ça avait pas l'air de ça parce que c'était tellement dégueu, sale, mais c'était tellement des gros terrains qu'il y avait que il y avait énormément de c'était vaste. Un terrain à Vancouver, ça vaut de l'or. Ben oui. Puis eux autres, il y avait l'équivalent de plusieurs terrains là, mis ensemble. C'était quoi, on avait dit tantôt 17 hectares, hectares. Ouais, je pense que c'était hectares. En tout cas, fait que c'est gros, là. C'était gigantesque. Suite à ça, le frère a décidé de partir. La ferme? Il a décidé d'emménager ailleurs. Il continuait quand même à travailler sur la ferme. Okay. Robert Picton, c'était lui qui était le plus impliqué dans la ferme. Lui, il était tout le temps là. Il y avait d'ailleurs une caravane, une vieille caravane qui avait stationné sur le terrain. OK. C'est là qu'il dormait. C'est là que vivait Robert Picton. Une roulotte, genre? Ben, une vieille caravane. Là, okay. Un vieux motorisé. Là, comme tu peux te l'imaginer, les anciens motorisés. Il l'avait mis là sur le terrain à côté de la grange, puis il dormait là-dedans. Il vivait là-dedans. Okay. La maison était rendue inhabitée, c'était rendu une maison complètement délabrée. Ah ouais? Oui. Colin. Parce que quand j'ai fait mes recherches, je savais que la sœur vivait à Vancouver. Ouais. Je savais que le frère vivait ailleurs. Mais tu sais, il était quand même impliqué dans la ferme. Oui. Puis je savais que Robert Picton dormait dans une vieille caravane sur le terrain. Okay. Mais là, à ce moment-là, je me suis demandé qui vivait dans la maison.
Ouais, c'est ça. Parce qu'elle est encore là, elle n'a pas disparu. Dis-toi que la maison, finalement, ça s'est ramassé à être un vide débarras. Ouais. Ils mettaient toute le cochonnerie là-dedans. C'était tellement en mauvais état, la maison, qu'ils ont décidé de juste transformer ça en garage. C'était rendu une poubelle, carrément. Poubelle, carrément. Calique. Exactement. Puis, à la fin des années 90, en 96 exactement, les frères Picton ont décidé de partir un organisme de bienfaisance. Oui. Ça, je pense que tu étais un petit peu documenté Ben, là-dessus. j'ai le nom parce que c'est le Piggy's Palace. Palace. Good Time Society, un organisme de bienfaisance enregistré au fédéral. Exactement. Qui servait à recueillir des fonds. Oui. Mais explique-nous, parce que c'était pas tout à fait ça qui se passait. Hein? Non, pas du tout. Ça, c'était dans un bar, une genre, ou c'était-tu... C'était sur le terrain de la ferme, dans le fond. Ah, c'était sur le terrain de la ferme? Oui. Ah, OK. Oui. OK, moi, dans ma tête, c'était dans un genre de bar. C'était dans le fond des parties de débauche qui se ramassaient là. C'était vraiment pour des organismes de bienfaisance. Le frère David était très proche des motards. C'est ça. Très proche des Hells. Il se ramassait des gangs de motards, des prostituées, C'était pas un avant-cœur. des danseuses. Il se ramassait tout là. OK. Fait que c'est pour ça que je dis organisme de bienfaisance entre gros guillemets. Abus non lucratif. Ah non, c'était... Ils l'ont fermé en 2000, j'ai vu la ville. Oui, ben dans le fond, il y avait tellement de bruit, puis comme que je parlais tantôt, les maisons, les voisins étaient pas ben loin, hein? Non. Fait que avec tout le bruit, puis j'avais oublié de te dire qu'il se ramassait entre 1000 et 2000 personnes sur le terrain des Picton. Ça, j'avais vu ça, il y en avait beaucoup, là. Hey, ça fait des méchants parties. Et tabarnak, t'imagines-tu le bruit? Ouais. Il se ramassait entre 1000 et 2000 personnes sur le terrain des Picton. Pour, mettons, une soirée, là, mettons. Là. Ouais, pour une soirée à but non lucratif. C'est boire. C'était... mais c'est ça, il y avait des motards, des travailleurs du sexe, du quartier, il y avait bien du stock. Ouais, il y avait bien du stock, beaucoup de drogue, beaucoup de Il n'y avait bruit. rien de ce qu'on s'imagine d'un organisme qui ramasse des fonds. Exactement. C'était zéro clean comme on voit, là. Exactement. Puis c'est ça. Là, après ça... depuis la fin des années 70 jusqu'en 2001, il y a énormément de femmes qui disparaissent dans le Downtown Eastside. Puis là, dans le fond, je viens de te raconter le personnage qu'on a. T'sais, on a un bonhomme pas trop propre. Il travaille dans sa ferme, très introverti. Je t'ai raconté l'histoire du frère, je t'ai raconté l'histoire de la sœur. Ouais. Mais là, plusieurs personnes commencent à suspecter Robert Picton de toutes les disparitions parce qu'il avait été connu pour des épisodes de violence avec des prostituées. Il était très connu dans le Downtown Eastside. OK. Parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que quand il faisait ses abattages, quand il abattait les cochons, les restes, il allait porter ça dans une usine d'équarrissage dans le Downtown Eastside de Vancouver. OK. Fait qu'est-ce qu'il faisait, c'est que il est ramené avec lui dans son pick-up, puis il est ramené chez eux, puis il avait été connu pour quelques incidents de violence. OK. Fait que, envers eux. Envers eux, c'est ça. Puis, il est arrivé 2 incidents très similaires, comment dire ça, qui auraient pu mener à son arrestation avant qu'on découvre tout ce qu'il a fait par la suite. OK. Il est arrivé un incident aux alentours des années 90 avec une dame qui s'appelait Sandra Gale. OK. Sandra Gale, c'était une prostituée dans le Downtown Eastside. Puis elle voulait pas trop monter avec au début. Il s'est accosté à côté d'elle, puis il a dit hey, tu sais, monte avec moi, je vais te payer le montant que tu veux, puis tout. Elle voulait pas trop au début parce qu'elle avait entendu des oui-dire de ce gars-là qui pouvait être violent. OK. Fait que finalement, il a décidé de mettre plus sur sa mise pour qu'elle monte avec lui. Ah! Ouais, que Madame Sandra Gale monte avec lui. OK. Fait qu'elle a décidé de le suivre, puis fait juste t'imaginer, ça a l'air que ça sentait la mort dans son camion. Il transportait un peu ça aussi, là. Il transportait des entrailles de cochon. C'est pas propre, là.
il ramenait des prostituées chez eux sur son terrain. Fais juste imaginer la route que tu pars du East Side de Vancouver pour t'en aller à sa ferme dans un vieux camion qui sent la marde. T'arrives là, puis ça ressent la marde. C'est exactement ça. Asti. Quand il a voulu la payer, il trouvait pas son portefeuille après qu'elle ait fait ses services. OK. Là, il trouvait pas son portefeuille, puis là, il était sûr que c'était elle qui avait volé. Fait que là, il s'est mis à donner violent avec elle. Ah. Oui, il a pogné un couteau, il a essayé de la poignarder. Puis elle, pour se défendre, elle avait vu qu'il y avait un couteau qui traînait dans la cuisine. Elle se souvenait qu'il y avait un couteau qui traînait dans la cuisine. Fait qu'elle l'a pogné, puis il s'est suivi une bataille assez violente. Bataille de couteau. Ouais, c'est ça. Mais les deux sont sortis de là poignardés. Ah, ouais. Elle a réussi à le poignarder ici dans le cou. Puis lui, il l'avait poignardé au ventre. Oh, OK. Mais là, Je m'y attendais pas. En me disant que les deux ont des couteaux, je m'attendais pas. Ça me surprend. Ouais. Puis là, elle a réussi à sortir de la caravane, elle a réussi à se rendre sur le bord de la route. Puis elle a réussi à accoster une voiture qui arrivait. La voiture, le pris pour l'emmener à l'hôpital, puis... Elle a vu que... Ouais, puis la femme ensanglantée a dit, écoutez, le monsieur que là, il vient de me poignarder. Fait que là, elle s'est ramassée à l'hôpital, puis... Bref, les gens dans la voiture ont tout raconté aux policiers, rendu à l'hôpital. Ouais. Il s'est ramassé à la même hôpital. Ah ouais? Les deux se sont ramassés pour ses propres blessures. C'est ça, pour les deux se sont ramassés à l'hôpital pour des blessures, mais quand elle a dit comme quoi que c'était lui qui avait fait ça, il a été arrêté par la suite. Okay. Mais le bonhomme, il est riche, fait qu'il a engagé les meilleurs avocats. Il a engagé les meilleurs avocats pour... comment dire ça? Ben, se défendre. Se défendre, c'est ça. Mais à la date du procès, elle avait tellement peur de Robert Pickton qu'elle ne s'est pas présentée à son procès. OK. La prostituée, dans le fond? Oui. OK. La prostituée, elle ne s'est jamais présentée au procès parce qu'elle avait peur de Robert Pickton. Fait que... c'est traumatisant. Ben, mais hein, elle voulait pas y revoir la face. Ouais. Fait qu'il a réussi à s'en sortir pour une première fois. Il est passé entre les mailles du filet. Ouais, vraiment. Ouais. Carrément. Il a réussi à s'en sortir pour une première fois. Il est arrivé un deuxième événement en 97. Ça implique une fille qui s'appelait Wendy Lynn H-Teeter. H-Teeter, une affaire dans main, c'est un nom comme ça. OK. Là, il est arrivé à peu près le même genre de choses. Il l'a ramené chez eux. Les deux, ils montent dans la caravane. Mais il a essayé d'y passer des menottes. Ah ouais? Oui, à un moment donné, qu'elle s'en rendait pas compte, il a essayé d'y passer les menottes. Et là, tu comprends qu'elle essaie de se défendre. Oui. Mais en essayant de se défendre, elle a comme provoqué une rage chez lui. Ouais. Il s'est mis à la battre. Il a sorti un couteau encore une fois. Mais elle a réussi à retourner le couteau contre lui. Oh! Puis enfoncer dans la gorge. Mais c'est bon. Oui, encore une fois, c'est pour ça que je te dis c'est deux événements très similaires. Oui, puis c'est deux fois qu'il passe proche de la mort, lui. Exactement, même. les deux fois, il se fait c'est comme l'agresseur, là, mais il passe proche de la mort, lui aussi. Exactement. Il s'en sort une lutte assez violente entre les deux. Ben oui. Elle a réussi à sortir de là. Puis les deux se sont encore une fois ramassés à l'hôpital. Dans le même hôpital. Dans le même comme l'autre. Exactement. Sauf que dans ce cas-ci, la prostituée avait toujours des menottes au poignet. Puis Robert Pickton était dans une autre chambre d'hôpital. OK. Une des infirmières a trouvé la clé de la menotte dans sa poche. Oh! À Robert. C'est ça, dans les poches de Robert Pickton. La clé qui fitait avec les menottes de la fille qui était dans le même hôpital. Ouais, puis c'était pas des menottes de poêle, là. Rose, là. Non. C'était des vrais. Exactement. OK. Fait que c'est assez fou, cette histoire-là. Ben là, first, il passe proche de mourir 2 fois. 2, il se retrouve dans le même hôpital que la personne qui agresse. Exactement. Puis la deuxième fois, s'arrange pour être retiré. Exactement. Puis encore une fois, on a essayé de... Comment dire ça? Minimiser, je pense. C'est ça. Les policiers n'ont malheureusement pas trop pris au sérieux la dame en question parce que
vu que c'était une prostituée, une droguée, elle était moins prise au sérieux parce que Robert Pickton s'est défendu en disant que il avait essayé de se défendre, qu'elle s'était jetée sur lui. Puis, en tout cas, il a essayé de se comme défendre. L'autodéfense. C'était comme l'autodéfense, vu que les deux. Ben, c'était exactement la même histoire que l'autre, dans le fond. Mais là, cette fois-ci, on a des menottes. Fait que suite à cet événement-là, Robert Pickton a encore une fois réussi à s'en sortir. Puis en 2001, les autorités, la police ont tellement eu de pression des familles, des disparus, tellement de pression des médias aussi. Le Vancouver Sun avait fait un article pour décrier à quel point la police ne faisait pas sa job pour retrouver les disparus. Il y a eu de la pression. Il y a eu beaucoup de pression, puis tu avais même une émission aux États-Unis, une émission populaire, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais comme quoi que le Canada, on était peut-être rendu avec un Jack l'Éventreur, un nouveau Jack l'Éventreur qui se promenait dans les rues de Vancouver. Canadien, c'est ça. Fait que tout ça, ça fait en sorte que les autorités, à un moment donné, il a bien fallu qu'ils finissent par réagir. Puis en 2001, c'est là qu'on a offert une très grosse somme d'argent. Une très grosse somme d'argent pour avoir des informations. OK. Puis là-dessus, tu as eu des anciens des anciens travailleurs de la ferme, des anciens employés de la ferme. Ah ouais? Oui, des anciens employés de la ferme. Oui, à Pickton, parce que t'as du monde qui ont travaillé sur sa ferme, qui ont commencé à dire des informations. Puis t'as un des anciens employés de Robert Pickton qui avait dit qu'une de ses amies lui aurait dit sur le terrain qu'elle aurait surpris une femme pendue dans l'abattoir. Ah ouais? Oui, une femme qui était suspendue comme un cochon. Comme un cochon. Dans l'abattoir. C'est comme... c'est-tu éviscéré? Non, c'est-tu éviscéré? Oui, ben... Ouais, vidé, là. Genre, elle aurait surpris Pickton en train de vider le corps d'une femme dans l'abattoir. Ah ouais? Et quand il a raconté ça à la police, bien sûr, la police ont voulu interroger la femme. Je pense que son nom, c'était Lynn. Je pense que c'était Lynn, son nom. OK. Elle a jamais voulu coopérer. Elle avait très peur. Très, très peur de Pickton. Elle a jamais voulu l'admettre, bien qu'elle l'a admis plus tard. OK. Et puis, suite à ça, tu as eu d'autres événements qui sont arrivés. Un des anciens employés de Pickton aurait vu des armes illégales sur le terrain. Oh! Oui, des armes illégales. Puis là, c'est là que ça a donné le hockey à la police pour aller faire un premier mandat. Et puis, la police s'est rendue sur le terrain. Ouais. Mais ils ont trouvé les armes illégales, mais c'est pas tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé, premièrement, beaucoup d'échantillons de sang sur le terrain, surtout dans la roulotte de Robert. Ouais. Des traces de sang. Des traces de sang. Ils ont trouvé des membres humains dans des pièces d'humains, dans des congélateurs, dans l'abattoir. Oui, ils ont trouvé... Pas du cochon, là, mesdames et messieurs. Ils ont trouvé des effets personnels des disparus. Ils ont trouvé un inhalateur qui appartenait à une Serena Abotsway. Okay. C'est une des filles qui avait disparu. Ils ont trouvé plusieurs éléments. Les liens commencent à se faire. Oh, les liens commencent à se faire. Puis c'est à ce moment-là que Pickton s'est fait arrêter. OK. Il a été relâché par la suite, mais sous surveillance pendant qu'on continuait à fouiller la ferme. Parce que les policiers ont réussi à avoir un deuxième mandat. À cause qu'ils ont vu ça. Ben c'est ça, pour retourner fouiller, pour voir s'ils ne trouveraient pas plus d'effets personnels des autres disparus. Ouais. Puis là, ça commence à s'accumuler un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Puis on était rendu à des affaires de 26 victimes. Ils ont trouvé assez de preuves pour l'incriminer de 26 victimes qui auraient abattu sur sa ferme. Ouais. Calique. Oui. C'est tout un... Puis là, on s'entend que ça a pris... tu sais, j'ai des informations concernant ça. Le terrain, il est tellement gros. Oui. Ça a coûté cher, tout faire ça. Ils ont aussi fait beaucoup d'échantillons. J'avais 200 000 échantillons d'ADN pour ramasser toutes ces
ces preuves-là. Oui. Puis des coûts d'à peu près 70 millions total pour Ça a été, tout le ça a processus. été un des procès les plus coûteux et les plus longs au Canada. Ah, c'est une scène de crime énorme. Ça a été la hein. plus grosse scène de crime au Canada. Ah ouais. Ouais. Ça doit être dans les tops aussi au monde, j'imagine. Là. Je pourrais pas te dire Au combien, Canada. mais au Canada, c'est la plus ouais. grosse scène de crime. Parce que c'est énorme, là. Hey, tu sais, mettons, 26 cas, c'est beaucoup, mais sur tout répandu, tu sais. Mais c'est pas fini parce Non. que un coup qu'on va avoir assez de preuves pour l'incriminer de 26 victimes, bien sûr, Pickton a été arrêté. Oui. Sauf que quand on l'interroge, il coopère zéro avec la police. Les policiers, ils posent des questions. Tu sais, on t'a vu dans tel auto, on t'a vu ramasser cette fille-là. Tu sais, on t'a vu aussi, tu sais, on a des preuves contre toi. Puis à chaque fois, il répond tout le temps, je sais pas, c'est pas moi. Coopère non, pas. il coopère fuck all. Il coopère zéro. nie puis tout. Il nie tout. Ok. Même qu'à un moment donné, un des policiers lui dit que on a vu ta voiture quand t'avais pris une certaine Mona Wilson. OK. Oui, on t'a vu embarquer Mona Wilson. Puis il a dit, ça c'est pas vrai, j'ai pas de voiture, je conduis pas, blablabla. OK. Tu comprends que c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Et non, pas en tout. Il y a genre 10 chars. Malgré les preuves vraiment. Ouais, il y a genre claires. 10 chars à son nom sur son terrain, mais le gars, il conduit pas. Dans le fond, là, tu sais, quand tu me disais les prostituées, ils repéraient les plaques. C'est Ouais. peut-être toutes ces choses, finalement. Toutes ces plaques. Robert Pickton, cette plaque-là, l'autre plaque. C'est ça. Calique. Fait que tout nié. Mais là, c'est là qu'à ce moment-là, les policiers, pour y faire admettre ses crimes, ils ont décidé de. Comment dire ça? De déguiser un policier en détenu. En co-détenu. Oui. Fait que pendant ce temps-là, Robert Pickton était dans une cellule, toujours il était arrêté. Ouais, détenu, là. Mais il voulait absolument y faire admettre ses crimes. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ils ont Infiltré. Ils ont envoyé un infiltré, c'est ça. Ah, OK. Un détenu infiltré. Un détenu infiltré. Puis qu'est-ce qui est vraiment, je vais pas dire drôle, là, mais je veux dire, le détenu, il joue vraiment le jeu du... il joue vraiment le jeu du détenu. Il se met dans le rôle carré. Oh ouais, Ok. il dit souvent le mot en F. Il est vraiment, Ok, genre, ok. tu sais, il essaye de jouer vraiment... Que ça soit crédible. Là. Que ça soit crédible. Il Ouais. essaye de se faire chummer avec pour y faire admettre, justement. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est un peu comme une guerre d'ego. Ouais. Parce que lui, à un moment donné, l'infiltré, le policier infiltré, il se met à dire « Ah, moi, j'ai fait tant de victimes. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, blablabla. » Là, Robert Pickton, bien sûr, lui, il veut montrer qu'il est encore plus hot que lui. Fait que là, il dit il a admis de sa bouche avoir fait 49 victimes, puis qu'il voulait se rendre à 50. OK. Il voulait se rendre au plateau des 50. Il voulait se rendre au plateau des 50. À ce moment-là, on l'avait. C'est ça. À ce Puis il y moment-là. avait sûrement des je veux dire, des caméras, là, puis tout ça. Là, c'est tout enregistré, j'imagine. Là, Exactement. Calique. Puis, malheureusement, on va avoir découvert aussi que, vu que s'il a fait vraiment 49 victimes, mais qu'on a trouvé des preuves pour l'incriminer de 26, Ouais. tu comprends qu'il y en a là-dedans qui ont disparu dans des circonstances assez... Oui. On a découvert par la suite que c'est pas chic. Son mode opératoire, j'espère que vous ne mangez pas pendant ce temps-là. Oui, on vous avertit tantôt, ne dégustez pas le porc en ce moment et toute autre nourriture. Parce que c'est quand même c'est sadique. On parlait tout à l'heure de restes humains dans les congélateurs, dans l'abattoir. Ben, on a appris par la suite qu'ils donnaient les restes aux cochons. Comme bouffe. C'est ça. Ouais. Parce que des cochons, ça mange n'importe quoi. Il y a même Annie qui était surpris de voir à quel point qu'un cochon, ça mangeait n'importe quoi. Ah ouais, OK. Ouais. Puis qu'est-ce que les cochons mangeaient pas? Ben, ils mettaient ça dans un baril de restes d'animaux. Ils mélangeaient ça avec. Ils allaient porter ça à son usine d'équarrissage à Vancouver. Ouais. Puis ça passait ni vu ni connu parce que c'était un habitué de la place. Ouais. Puis tout est mélangé, tout est... Le monde n'a pas ça dans la tête. Ben non, les employés là-bas pensent sûrement qu'ils vont commencer à fouiller dans des restes d'animaux. Fait que ça paraissait pas. C'était ça son modus operandi.
first, ils fouilleront pas dedans, sûrement, parce que comme ils sont habitués, mais ils s'imaginent pas là, que il y a de l'humain là-dedans. Là. C'est impensable. Là, il regardait pas du tout. Puis c'était un habitué de la place. Il avait même pas besoin de montrer ses cartes. Il arrivait là. Ah, c'est Bob. Ouais, c'est ça. il rentrait ni vu ni connu. Il jetait ses barils là. Il repartait. Puis vu qu'il était dans le downtown, il se repognait un autre femme en tant qu'affaire être là. OK. C'était rendu un habitué de la place. Ouais. C'était un vieux client. C'est ça. Puis il traînait beaucoup dans ce coin-là aussi. C'était pas un homme qui buvait ou qui fumait de la drogue ou peu importe, mais il traînait beaucoup dans les bars. Pas nécessairement pour boire, mais justement pour faire des rencontres d'autres victimes. Ouais. Calique. Ah ouais. Puis après ça, il revenait chez eux. Puis il faisait ce qu'il avait à faire. Mais j'avais vu aussi, je sais pas si je l'ai noté dans mes notes, mais j'avais vu aussi qu'à un certain moment donné, quand ils ont découvert aussi qu'il y avait les restants humains qui avaient été comme envoyés dans les usines, il n'y avait pas un moment donné qu'il y avait annoncé comme pas un arrêt du port en magasin ou une genre d'avertissement. Il y a eu un avis de Santé Canada en 2004. Ouais, c'est ça. Qu'il y avait de la viande de porc qui avait été probablement contaminée à la viande humaine. C'est ça. Ça, c'est arrivé pour vrai, cette affaire-là. C'est arrivé pour vrai, oui. Fait que cette preuve-là est vraie. Oui, c'est très vrai. Fait que c'est quand même extrêmement... c'est intense en crime. C'est pas une petite bactérie comme qu'on voit des fois. Il y a peut-être le salmonelle, c'est avec l'humain. Non, pas du tout. Puis en plus, Robert Pickton était reconnu aussi pour donner... Il était pas méchant avec toutes les femmes qu'il ramenait chez lui. Il y avait certaines femmes qu'on dirait qu'il aimait plus, qu'il se faisait plus chummer avec eux autres. Il lui donnait de la viande de porc. OK. Ouais, il y avait comme un petit côté crédible des fois. Là. Ouais, tu sais, sans dire qu'il sortait un morceau de viande de porc de sa poche puis il donnait ça. Ouais. Non. C'était le boucher de la place. Ouais, c'est ça. Bon. Mais écoute, ça fait beaucoup de sens, toutes les informations aussi que tu nous as données. Puis j'avais des petites infos à amener parce que, tu sais, moi, je te parlais, j'en reviens pas comment que le terrain était gros puis était utilisé au max là, pour récolter ces choses-là. Puis j'ai fait des recherches un peu, puis ils se sont inspirés, les policiers, détectives, puis tout ça, se sont inspirés du lieu de l'attentat du 11 septembre, le World Trade Center, pour faire des recherches sur le terrain, parce que le World Trade Center, évidemment, il y a eu beaucoup de morts. C'était pas un meurtre, mais en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans, mais il y a eu beaucoup de morts, dont je pense comme 24 ou 25 Canadiens qui étaient là-dedans. Puis c'était tellement gros comme terrain, c'était vaste qu'ils ont dû utiliser comme une sorte de technique. Un mode opératoire. C'est ça, pour effectuer les recherches. Et il y avait eu des policiers d'ici qui étaient de Vancouver, qui étaient partis à New York pour s'inspirer un peu. Puis c'est ce qu'ils ont fait après ça, en s'inspirant du World Trade Center sur le terrain de Robert Pickton. Donc, il y a eu... c'est pour ça ça a sûrement dû coûter des millions à cause de ça. La machinerie, la technique, je pense que c'est comme une technique un peu de tamisage là, pour comme une passoire, on va dire, là, trier de la terre, parce que Robert Pickton, je sais pas si c'était aussi là-dedans, mais qui revirait des fois la terre ou quoi du genre pour que... j'imagine que ça s'enfonce plus ou quelque chose. Là. Il avait enterré certaines de ses victimes sur son terrain. C'était technique là, comme procès aussi. Oui, mais il en a fait disparaître de toutes les façons possibles, imaginables. Il en a enterré, il en a donné à ses cochons, il est allé emporter à l'usine d'équarrissage. C'était éparpillé. C'était éparpillé, mais le nombre exact de victimes, malheureusement, on ne l'aura jamais. Il a admis de sa bouche en avoir fait 49. Mais il n'a pas pu être accusé comme de 49 à cause qu'il manquait de preuves. Il manquait de preuves, même s'ils en ont trouvé 200 000 échantillons de preuves sur son terrain. C'est ça. Ils en ont eu assez pour l'accuser de 26. OK. Mais est-ce qu'il en a vraiment fait 49? On le saura jamais. On le saura jamais, non. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que t'as au-dessus de 60 femmes qui ont disparu à Vancouver dans ces années-là. Ouais. Là-dedans, t'avais beaucoup de femmes autochtones.
Oui, oui, oui. Il y a eu un mouvement aussi qui était fait. Je Ça- pense que c'est le Red Dress ou quelque Red chose Dress comme se ça. sont inspirés d'un mouvement aux États-Unis en OK. commémoration aux victimes autochtones. Ouais. Pas nécessairement juste ceux que Robert Picton a fait, mais il y avait beaucoup de femmes autochtones qui disparaissaient ou Parmi les qui étaient victimes. assassinées. Ça a été comme un moment charnière qui a fait en sorte qu'il fallait vraiment qu'on revire ça de bord, tu sais, Ouais. qu'on mette plus d'attention à ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu comme une importance, là. Il y a quand même eu un certain point positif dans toute cette histoire d'horreur-là que je viens de te raconter. Oui. Puis, Vas-y, parce qu'à date, il n'y a pas grand positif. Ah, c'est Malheureusement, ça. malheureusement. Il n'y Là. a vraiment aucun positif. Mais on peut en retirer quelque chose. Ouais, c'est ça, exactement. Le procès. Oui. Le procès, ça va avoir été un des procès les plus coûteux au Canada. 70 millions de dollars, un des plus longs aussi. Oui, c'était long. Il s'est fait arrêter officiellement en février 2002, quand il va avoir admis avoir fait 49 victimes. Et ça va s'étaler jusqu'en 2007. Parce que Un bon 5 ça a ans. tellement été long à revirer la ferme de bord. On a fait 200 000? 200 000 échantillons? 200 000 d'ADN? échantillons de preuves. Ouais, ben c'est long. C'est énorme. Ouais. Puis j'imagine qu'il y a tout le temps des updates. Oui, c'est ça. Puis on va avoir accumulé assez de preuves pour l'accuser de 26 victimes. OK. Fait officiellement, il va avoir admis en avoir fait 49 victimes. Ouais. Il va être accusé de 26 parce qu'on a eu assez de preuves Pour pour l'accuser de 26. Mais il va être officiellement condamné pour 6 chefs d'accusation au second degré. Second degré, c'est quand c'est un meurtre sans préméditation. Ça veut dire que quand il ramenait une fille chez eux, Ouais. ça veut pas dire nécessairement qu'elle allait mourir. C'est ça. Ça dépendait comment il filait dans sa tête, ce coco-là. Ouais. C'était pas comme. Non, coulé dans le béton. comme je te dis, il était pas méchant avec absolument toutes les femmes qu'il ramenait chez eux. OK. Mais malheureusement, Il y en a qui ont tombé là-dedans. il y en a qui ont tombé là-dedans, malheureusement. Puis les 6 victimes qui vont avoir été condamnées pour les chefs d'accusation au second degré, ça va être Serena Abotsway. Ça, c'est celle-là qu'on a retrouvé l'inhalateur dans la caravane de Picton. Ouais. Mona Wilson, Brenda Wolfe, Georgiana Poppin, Andrea Josbury et Marnie Free. OK. Elles auront toutes entre 22 et 34 ans. Fait que le procès aurait été long, mais là, il a été condamné. Exactement. Et puis, ça va être intéressant parce que juste avant d'aller dans la fin du procès, et puis la fin du procès, puis le côté prison et décès de Robert Picton, ça va être intéressant parce qu'on va aller faire l'appel téléphonique avec Melissa Carenzi, experte en PNL, programmation neurolinguistique, et va nous faire le profil du tueur Robert Picton. Donc, on y va. L'appel téléphonique avec Melissa Carenzi. Mesdames et messieurs, on est maintenant rendu à l'appel téléphonique avec Mel Carenzi, experte en programmation neurolinguistique. Donc, Melissa est en ligne. Oui, allô? Ça va bien? Ben oui, vous autres? Oui. Ben oui. Alors, Mel, on t'écoute concernant le cas de Robert Picton. Oui. Alors, comme je peux vous dire, les gars, que vous avez fait son profil tantôt de tout ce qui s'est passé dans sa vie, moi, ce que j'ai pu observer, mais je vais commencer plus par le profil psychologique qui a été en place par des psychologues puis des psychiatres, parce que moi, c'est pas ma partie à moi. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Fait que je peux pas vraiment mettre ça c'était moi l'experte qui a pris ça comme discours de qu'est-ce qui est comme personne. Mais ce que j'ai vu, que les psychologues l'ont mis vraiment dans une catégorie de criminels extrêmement troublants. Dans le fond, comment ils ont vu ça? C'est qu'il y a des traits classiques de la personnalité antisociale et de psychopathie. Il y avait des manques de mort, manipulation, mépris pour la vie humaine. Il y avait un manque d'empathie. Il y avait la capacité aussi à se dissocier émotionnellement de ses actes. Puis, en fait, bien qu'il y avait des traits psychopathiques, il n'était pas vu non plus comme
psychopathe typique fonctionnel. Je m'explique, c'est dans le sens qu'il y avait pas le charme et l'intelligence comme la plupart des tueurs en série qu'on peut connaître. C'est-à-dire Je pas pense que très Gab, élevé. exactement. C'est exactement ça. Ensuite, pour parler de son profil émotionnel, comme il y avait absence d'empathie, il y avait l'incapacité à établir des liens significatifs avec les autres. On l'a bien vu vu qu'il était retiré de la société, c'était difficile pour lui d'avoir justement des bons liens avec d'autres personnes de son entourage. Ensuite de ça, pour ce qui est de son facteur environnementaux, je crois que tu en as parlé un petit peu, Gabriel, tantôt. Il a grandi dans une famille dysfonctionnelle, très dysfonctionnelle même. Il a été entouré par où la mort et le sang étaient omniprésents et qui a pu aider à renforcer en fait une tolérance à la violence parce qu'il était entouré de ça toute sa vie. Ben, c'est ça, ses parents n'ont jamais donné d'affection, il n'y a jamais eu de... Comment dire ça? Il n'y a pas eu une famille aimante, on va dire ça de même. Non, c'est ça. C'est ça, mais en fait, là, oui, c'est vrai, mais par son environnement, c'est qu'il était vraiment entouré des animaux où est-ce que, dans le fond, la frontière entre le traitement des animaux et celui des humains, il était comme, la ligne était mince, tu comprends? Oui, c'est comme, pour lui, ça s'était estompé dans son esprit parce qu'il était entouré de violence, il était entouré de sang toute sa vie, donc pour lui, c'était rendu une normalité. Oui. Il y a même le fait qu'il y avait, tu avais dit, Gab, plus tôt dans le récit qu'il avait acheté un veau qui était comme son ami. Fait que tu vois, comme on dirait le lien spécial entre l'animal, certains qui tuent, veut pas, vu que c'est un. S'il s'en servait, il abattait. Les relations humaines, puis les relations amicales entre les animaux. Fait que c'est comme un genre de drôle de paradoxe. Là, c'est vrai. Exact. Puis, comme tu disais, Gab, tantôt, le contexte familial de Robert Pickton, il a manqué beaucoup d'affection. L'amour puis la validation émotionnelle, c'était quasiment absent dans sa famille. Les parents, en particulier la mère, montraient aucun signe d'attention ou de besoin émotionnel des enfants, donc elle n'était pas très affective. L'important, c'était les cochons. On va dire ça de même. Exactement. C'était une figure très dominante et perturbante. Était très autoritaire, était très abusive envers les enfants. C'était très dur comme personne, dominatrice et parfois même violente. Donc, elle imposait un contrôle strict sur la ferme et sur les enfants. Elle, c'est vraiment ça. C'était le gros contrôle sur la ferme. Donc, on peut voir qu'il n'a pas reçu beaucoup d'amour qu'un enfant aurait dû recevoir dans sa tendre enfance. C'est ça. Dans le fond, elle s'appelle Louise Pickton. Elle avait une apparence négligée, on va se le dire. Elle n'accordait pas vraiment d'importance à la propreté dans la maison. Non. Ça donnait l'image quand même d'une famille, on pourrait appeler ça des marginaux, on pourrait dire ça comme ça, ils étaient hors société. Si je peux faire une parenthèse, qu'est-ce qui est le pire, c'est qu'ils avaient de l'argent. Comment dire ça? Ils avaient beaucoup d'argent, il manquait pas de fonds, mais ils vivaient comme des pauvres, ils vivaient comme des cochons, on va dire. Ben, c'était une seule cochon, carrément. Ben, carrément. Ben, c'est ça, tu sais, les porcs rentraient dans la maison, en tout cas, on s'entend que c'est une porcherie. Oh oui. Ce qui est arrivé, c'est que ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle forçait Robert et les autres enfants à participer aux tâches brutales de la ferme dès leur jeune âge. Oui. OK? Notamment l'abattage des porcs, ben, c'était dès qu'ils étaient en France, ils ont vu faire, donc ils ont grandi dans cet environnement-là. Ça normalisait la violence dès leur jeune âge. On s'entend? Oui. Le père, je pense qu'il s'appelait Léonard, si je me trompe bien. Léonard Francis Pickton. OK, c'est ça. Moi, les noms, je les oublie un peu. Je suis pas très... Ben, lui, dans le fond, il avait un rôle un petit peu plus limité dans le sens qu'il était absent complètement émotionnellement. Oui. Il laissait pas mal Louise prendre toutes les décisions dans la famille, puis il était très passif puis détaché. Oui. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça n'a pas créé une bonne relation avec les enfants, surtout avec Robert. La relation père-fils n'était pas nécessairement normale. Donc, il n'y avait pas vraiment la figure paternelle. Ensuite de ça, ce que j'aimerais parler, ça c'est quand même assez important, c'est son isolement social, excuse. Comme il a grandi dans une famille vraiment isolée, il n'a pas pu développer des relations sociales normales avec les autres. À l'école, même, on riait de lui, je pense qu'on en a parlé, il ne se sentait pas vraiment bon, puis il avait une apparence très négligée. Oui. OK? Donc, ce que ça a fait, c'est que Robert, ça l'a fait en sorte qu'il s'est replié sur lui-même, puis à s'isoler encore plus davantage. Ben, il aimait pas les autres. Il était très introverti.
comme tu l'as dit. C'est ça. C'est ça. Là, dans le fond, je vais rentrer un peu plus dans ma sphère à moi par rapport à la PNL. Tantôt, j'ai parlé justement que je suis une experte PNL. Dans le fond, la programmation neurolinguistique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vise à modéliser les comportements pour aider les individus à améliorer leur façon de penser et de communiquer et de gérer aussi leurs émotions. Oui. OK? Ouais. Donc, là, ce que je veux mettre en pratique plus pour observer, parce que j'ai observé Robert Picton dans les dernières semaines, puis j'ai essayé de décortiquer un peu ces croyances limitantes qu'il pouvait avoir. OK? Dans le fond, chaque humain, on a des croyances. Parfois, elles peuvent être positives, mais ça peut aussi être des croyances limitantes. Ça n'excuse en rien les comportements qu'il y a eu. C'est juste qu'on est là pour analyser puis essayer de voir comment ça s'est passé avec lui dans sa tête. Oui. OK? Donc, moi, ce que j'ai retenu, je veux dire, comme croyance qu'il pouvait avoir, ça, c'est dans mon hypothèse à moi, il y avait la croyance « je domine pour exister ». OK? Ce que ça l'a fait dans sa tête, c'est que pour lui, la domination, dominer la femme, quand il y avait la femme avec lui, quand justement il est en possession de ses moyens, à ce moment-là, il avait le contrôle de tout. Lui, c'est sa façon de voir les choses. OK? Dans le fond, moi, en tant que PNListe, ce que j'aurais pu faire, mettons que je l'aurais eu comme client ou peu importe, là, comme personne, j'aurais pu transformer ça dans une autre sorte de façon. On aurait pu dire, je peux exister en construisant des relations saines. Est-ce que ça l'aurait aidé? Je ne sais pas, peut-être, mais au moins, il aurait pu grandir avec une croyance qui aurait été plus positive par rapport à ça. Souvent, c'est une croyance qui a été aussi par rapport à sa mère, parce que sa mère était très, très, très contrôlante. Donc, il a reproduit les mêmes schémas que sa mère. On s'entend là-dessus? Oui, ça, c'est sûr. Ensuite de ça, lui, son autre croyance, ben, exactement. Oui, lui est allé dans le pays. Ensuite de ça, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que pour lui, le monde, c'est un lieu hostile. OK? On aurait pu transformer ça peut-être en le monde contient autant de bienveillance que j'ai choisi d'en voir. Pour lui, là, il n'y avait pas de positif, là. Tout était négatif, tout était. Il s'est tellement reclus sur lui-même qu'il vivait dans son propre monde. Toute sa vie était hostile. Sa ferme, c'était malpropre. Il y avait des cochons, c'était sale. Parce que des fermes qui existent puis qui sont bien correctes puis que tu rentres puis c'est apaisant. Oui. Lui, c'était pas ça, là. C'était pas ça, là. Fait que, tu sais, tout son milieu au complet, c'était comme ça. Fait que, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou c'est que ça va, vous me suivez? Ben, juste faire encore une petite parenthèse par rapport aux cochons à la ferme. Quand on a reviré la ferme de bord pour trouver tous les éléments de preuve qui l'ont accusé, dans le fond, pour l'accuser, les cochons étaient en état pitoyable. OK. Ça, comment C'est dire vrai, ça? les cochons étaient encore là. Oui, je sais, mais je veux dire, comment dire ça? Les cochons, leur environnement, ça a l'air que c'était fou, là. Même pour un cochon. Même pour un cochon. Oui, non, c'est ça, il y avait de la cruauté animale Oui, aussi là-dedans. Il y avait oui, pas juste humain, là. Quand que les policiers sont arrivés là-dessus, c'est ça, ils ont vu que t'avais des cochons qui étaient morts, t'avais des... Tu sais, les cochons, ils étaient mal nourris, c'était vraiment lamentable, là, même pour les cochons, là. Ouais. Non, c'était Non, pas c'est ça. entretenu. C'était pas un environnement sain. Oui. Tu sais, comme n'importe quel humain qui grandirait là-dedans développerait peut-être des genres de schémas négatifs aussi, là. Fait que, tu sais, je veux pas excuser ses gestes, je veux pas dire que parce qu'il a vécu là-dedans, il est devenu l'homme qui est nécessairement. C'est pas ça que j'essaie de faire, c'est juste j'essaie d'analyser justement les comportements qui auraient pu le mener à ça. Oui. Donc, lui, son environnement n'a pas aidé à la cause, en fait. C'est aussi Puis il a un créé débat. ça en quelque sorte. C'est aussi un débat de Ouais, savoir c'est ça. si un tueur, tu sais, c'est une question qu'on se pose, puis j'aimerais vous la reposer aussi à la fin de l'émission, mais du podcast, mais c'est une question qu'on se pose si, tu sais, tout l'environnement, ça a un impact, oui, mais est-ce qu'un tueur, une personne qui est devenue tueur, naît comme ça, est-ce qu'on peut devenir comme ça, on est-tu enclin à le devenir, tu sais, Ben, t'as deux façons de penser pour ça, je pense. C'est soit tu nais comme ça, ou ton environnement va te rendre comme ça. C'est ça. Il y en a qui on a l'impression qu'ils sont prédestinés à, puis l'environnement n'aide pas. Là, c'est ça. Sauf qu'on s'entend que Robert Picton avait toutes les... Comment je pourrais dire ça? Avait toutes les... les red flags. Les prérequis. Oui, les sphères pour se transformer en le monstre qui est devenu, tu sais. Oui. Ensuite de ça, ben j'ai aussi un autre truc que j'aimerais vous parler. En PNL, on appelle les métaprogrammes. C'est un modèle de filtre mental
qui était conscient, qui va influencer la façon dont une personne va percevoir le monde, puis comment on traite l'information et prend aussi des décisions. OK. Les métaprogrammes, dans le fond, ils agissent comme des préférences ou des stratégies mentales qui vont orienter notre comportement. OK? Fait que là, moi, j'ai analysé un peu les comportements de Robert Pickton dans les métaprogrammes. Il y en existe vraiment beaucoup, pour vrai. Je ne les ai pas toutes repris parce qu'il y en a une cinquantaine et plus. Mais ceux sur quoi je me suis intéressée, c'est il y en existe beaucoup, mais comme je disais, mais c'est celui de éloigner d'eux. Éloigner d'eux, dans le fond, ce que ça veut dire par rapport à Robert Pickton, c'est qu'il était motivé par des pulsions négatives, cherchant à éviter les émotions internes. Fait que lui, il ne voulait pas ressentir, comme la colère, la haine et la frustration. Fait qu'il s'éloignait de tout ça. Mais la façon qu'il s'éloignait, c'est qu'il se créait une autre facette de vie. Tu comprends? Ouais, Il essayait de se détacher de ses émotions. Ensuite de ça, il y en a un autre que j'ai analysé qui est orientation vers la différence. Il se focalisait sur ce qui le séparait des autres, renforçait son isolement. Fait que lui, là, il voulait pas être comme les autres. Il voulait pas être pareil comme les autres. Lui, c'était la différence. Fait qu'il il se considérait pas comme tout le monde. Il faisait pas l'effort d'être parmi les autres. Non, c'est ça. Exactement. Bon. Puis, c'est ça, exactement. Il voulait pas être comme les autres, puis en même temps, il se croyait pas comme les autres. Il se voyait pas comme les autres. Fait que c'est pour ça que ça l'a fait en sorte qu'il s'est encore plus isolé. C'est sa façon de fonctionner. Ensuite, j'ai observé aussi la référence interne. Il tenait pas compte des règles de la société, ni des émotions des autres. Fait que lui, là, c'était ses émotions à lui, ses ressentis à lui, ses besoins à lui primaires qui prenaient le dessus. Oui. OK? Fait que c'est quelqu'un de très, très, très... comment je peux dire ça? Très interne, très centré sur lui-même. Oui. Donc, tu sais, habituellement, les humains, il y en a là, qui peuvent être centrés sur eux-mêmes, mais souvent, les humains, on va quand même aller vers les autres, savoir comment ils vont. On a de l'empathie. Lui, il n'en avait pas. Fait que pourquoi qu'il l'aurait fait? Pas du tu tout. comprends? Pas du tout. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que aussi, tu sais, il a fait énormément de victimes, mais comme que j'expliquais à Ali tantôt, il n'a pas été, comment dire ça, oui, il a invité énormément de femmes dans sa roulotte, mais il n'a pas été violent avec toutes les femmes. Il avait une mauvaise réputation, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui est sorti de là comme on le sait. Ouais, non, c'est ça. Ouais. On peut dire qu'il y en a qui ont été chanceuses. Il y en a qui ont été chanceuses en temps. Oui. Très chanceuses. Ensuite de ça, ce que je peux vous parler aussi, c'est le système de représentation. C'est la manière qu'une personne perçoit et va traiter le stock et les informations à travers les 5 sens. On a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, puis le goût. Ça, vous connaissez un petit peu ça, les gars, hein? Oui. Bon, chaque individu, on a un système qui est dominant. On va en avoir les 5. Sauf qu'on va en avoir un qui est plus dominant que les autres, puis qui va prendre plus d'ampleur dans nos comportements ou dans notre façon de traiter l'information ou d'agir. Donc, moi, ce que j'ai observé par rapport à Robert Pickton, pour voir comment il faisait les meurtres, comment il organisait ces choses, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait le système de représentation kinesthésique, mais qui était très déformé. On s'entend kinesthésique. Moi, je suis kinesthésique, mais je ne suis pas négative comme ça, puis je ne vais pas faire des meurtres, puis je ne vais pas faire... Mais lui, dans le fond, son besoin, c'est qu'il cherchait des sensations extrêmes pour échapper à son état intérieur, qui était insupportable pour lui. Donc, la façon qu'il faisait, c'est que le fait de tuer, le fait de... d'être violent. C'est ça, d'être violent. Lui, ça l'empêchait de ressentir ce qu'il sentait à l'intérieur. Fait toucher les victimes. Puis, tu sais, souvent, on s'entend que... Je ne sais pas si... peut-être que tu peux me répondre, Gab, mais je pense qu'il faisait aussi des trucs post-mortem sur les cadavres, non? Ça, en fait, à part que, dans le fond, il utilisait les cadavres un peu comme des cochons, là. Je veux dire, c'est ça. il dépeçait comme des cochons, oui. Ah, c'est ça. Fait que même quand il était mort, c'est pas juste de faire le geste, même après, il était violent. C'était vraiment... C'est très kinesthésique, ça. C'est très par le toucher, ces choses-là. Oui. De toute façon, la désensibilisation visuelle et auditive sont souvent observées chez les tueurs en série qui donnent une facilité à perpétuer leurs crimes. Fait que beaucoup de tueurs en série sont désensibilisés côté visuel puis côté auditif. OK. Ça fait que c'est pour ça, des fois, c'est plus facile pour eux autres de perpétuer les meurtres. Tu comprends? Oui. Nous, admettons, nous, visuels, si on voit du sang, on va paniquer, on va, tu sais, on s'entend, là. On entend quelqu'un, c'est ça, on entend quelqu'un crier, puis on est comme, wow, OK, on réagit. Ben, eux autres, non. Ils sont insensibles, ça. Ils sont insensibles.
Ouais, c'est ça. Ah oui, puis c'est ça, comme je disais, oui, dans le fond, sa signature criminelle, ça impliquait souvent des mutilations après, mais c'est comme si, pour lui, ça prolongeait son contrôle sur les victimes, même après Ouais. leur mort. Tu sais, c'était son besoin, c'est encore le contrôle. Tu sais, Robert Pickton, c'était vraiment le contrôle qui faisait en sorte qu'il se sentait justement dans son état de puissance. Tu sais, il se sentait puissant à ce moment-là. J'imagine qu'à un moment donné, un coup que tu as tué la personne, tu l'as mutilé, tu l'as démembré, tu l'as broyé en viande hachée quasiment. Puis après ça, il te manque tu peux plus aller plus loin. Fait qu'il y a une autre victime qui arrive après ça. C'est comme une roue sans fin. Fait que ça fait du sens. Exact. Ouais. Fait que dans le fond, en conclusion, pour parler de Robert Pickton, c'est comme la dynamique familiale, on s'entend que ça n'a pas aidé dans son développement normal. Non. S'il avait grandi dans une famille aimante, environnement sain, est-ce que les choses auraient pu être différentes? Je ne sais pas. Peut-être. Regarde, sa sœur s'en est tirée mieux. Sa sœur s'en est très bien sortie. Peut-être qu'il y avait peut-être moins de potentiel du coup. En fait, sa sœur n'a jamais été dans l'environnement de la ferme, vraiment. Très jeune, comme je disais tantôt, elle a été envoyée chez de la famille à Vancouver. Fait qu'elle a comme été éloignée de l'environnement de la ferme. Il y aurait peut-être eu un potentiel. Peut-être pas, on ne le saura jamais, mais en tout cas. Puis même le frère était reconnu, pas nécessairement pour des meurtres, mais c'était pas un enfant de cœur, le frère. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'aimerais rajouter en ce moment, tu sais, comme le fait d'analyser. Moi, je suis allée avec mes hypothèses de PNListe. Tu sais, moi, je suis pas experte dans rien de qu'est-ce qui est par rapport aux psychologie. La psychologie, je me suis plus fiée à des magazines, justement, sur les FBI, les choses comme ça, qu'est-ce qu'ils ont dit de Robert Pickton. Mais moi, tu sais, dans le fond, ce que je veux juste dire, c'est l'important, c'est de souligner, c'est que comprendre le comportement humain, ça signifie pas non plus d'excuser les actes qui ont été commis par Robert Pickton. Mais en fait, on cherche à s'intéresser au mécanisme qui conduit un être humain de tel comportement à tel comportement. Donc, c'est important de le souligner. C'est pas de justifier et d'honorer la mort de lui, ou c'est vraiment plus d'honorer la mort des victimes. Les victimes, en fait, le fait d'analyser le comportement des tueurs, ça nous permet après ça de nous aider à pousser plus loin dans les comportements humains. Ouais, vraiment comprendre le mécanisme psychologique exact. de ces personnes-là. Excellent. Donc, en terminant, Mel, est-ce que tu aurais un petit mot à dire ou une dernière information en terminant? Non, je pense que j'ai quand même tout exploré. En fait, est-ce que vous autres, vous avez des questions à me poser? Mais sinon, moi, je pense que j'ai comme vraiment bien évalué. Résumé, oui, c'est assez clair. Ça nous permet de comprendre, Gab. Mais moi, j'ai peut-être une autre question. Je sais que les parents de Robert Pickton c'était des gens austères, très froids, aucun amour envers leurs enfants, mais comme je disais à Oli tantôt, dans ce temps-là, dans ces années-là, il me semble que la majorité, comme mes parents à moi, les parents, c'était pas nécessairement des parents qui donnaient énormément d'amour à leurs enfants non plus. Tu sais, je pense que dans ces années-là, les parents de nos parents, dans le fond, c'était des... Tu sais, je veux dire, c'était... L'homme devait être fort, dans le sens que l'homme ne peut pas pleurer. La femme s'occupe des enfants. Oui. Ben, c'est encore de même, mais je veux dire. Non, les deux. Mais c'est ça. On va le voir aussi avec dans la saison que des fois, les parents, ça a vraiment un énorme impact. Je veux dire, on part tout aussi. L'environnement familial. Oui, puis on va le voir, ça a un très gros impact. Ce que je peux vous dire avec mes cours un peu de psycho que j'ai eu quand j'étais au cégep, en fait, l'enfant de 0 à 5 ans, c'est les années les plus importantes d'un enfant. Okay. Donc, si de 0 à 5 ans, l'enfant a reçu de l'amour, a été réconforté, a eu des parents sains, c'est sûr qu'il va grandir avec justement de la force pour grandir. Il va avoir une vision du monde très différente d'un enfant de 0 à 5 ans qui aurait vécu dans le drame, dans n'importe quoi. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais les choses de son côté. C'est ça. Sauf qu'on ne peut pas prédire comment un enfant va tourner. Il n'y a personne qui peut dire ça. Il n'y a personne qui peut... on ne sait jamais ces choses-là. Il pourrait avoir les meilleurs parents. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir puis à prouver que si la personne peut devenir comme ça, ou elle naît comme ça, ou est prédestinée à, c'est une question qui est très dure à répondre. Ben, c'est ça. T'as certains cas de tueurs en série. T'as certains cas de tueurs en série, comme, je vais dire, un qui est très connu, Ted Bundy.
Lui, honnêtement, tu sais, il a eu zéro une enfance difficile. Il s'en allait avocat. Tu sais, en tant que tel, il avait une belle vie normale. Il n'y a pas eu de... Mais il est né comme ça. C'est ça, exactement. Il y en a que c'est inexplicable. Ça va être longtemps comme ça, je pense. Ouais. Fait que, merci, Mel, pour cet appel. Ça me fait plaisir. Fait qu'on se revoit Très dans le prochain intéressant. épisode. Yes. Fait que bon restant. Merci, les gars. Bye. 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 Donc, c'était Mel Carenzi, experte en programmation neurolinguistique, qui nous a fait un petit topo pour Robert Pickton. Donc, on va poursuivre avec l'histoire de Robert Pickton pour mettre fin à cet épisode. Donc, c'est à ton tour, Gab, je te laisse la parole. C'était vraiment intéressant avec Mélissa. Oui, c'est bon. C'est le fun de comprendre comment ça se passe. De connaître plus le côté encore plus approfondi psychologique. Là. Oui. Fait que, non, bien content. Puis on va la revoir à chaque épisode. Oui. On va faire une capsule comme ça, chaque épisode sur différents tueurs. Donc là, on est rendu au procès, arrestation. En fait, il a été arrêté, condamné à vie. Mais vu qu'on est au Canada après 25 ans, il y a toujours la possibilité de sortir. Fait que, théoriquement, en 2027, il aurait pu pouvoir sortir. C'est dans pas long, ça, 2027? 2027, ben oui, ça aurait été dans 2 ans. on est en 2025, donc 2 ans. Ça aurait pas été quand il a été condamné, on l'a mis dans une cellule en Colombie-Britannique, dans une prison carcérale. Mais il a été transféré au Québec il n'y a pas si longtemps. Il a été transféré au Québec à la prison de Port-Cartier. On fait souvent ça, changer les détenus d'endroit pour éviter justement qu'ils s'adaptent trop à leur environnement et que ce soit trop facile pour eux autres de trouver une façon de s'évader. C'est pour ça qu'on switch souvent les cartes. C'est ça, pour mêler les cartes, c'est ça. Il faut pas qu'ils connaissent la prison par cœur. Ouais. C'est à la prison de Cartier qu'il va décéder en mai dernier. Il est mort, ça fait pas longtemps. Oui. On le voit même dans le générique, là. Oui, exact. Avec TVA. Avec, comment qu'elle s'appelle déjà? Avec Sophie Thibault. Sophie Thibault, c'est ça. La belle Sophie Thibault. C'est ça, exactement. Notre cher Robert Pickton est mort en mai dernier à la prison de Port-Cartier. Oui. Attaqué par un co-détenu. On a trouvé son nom aussi, d'ailleurs. Oui, Martin Charret. Martin Charret. Martin Charret. Martin Charret. Martin Charret, puis on n'a pas plus d'informations sur lui aujourd'hui. Non, il n'y a rien, ben. Mais sans y aller trop dans les détails, Robert Pickton a été agressé solide avec un balai dans le nez. Ouais, le manche à balai. Le manche à balai jusque dans le cerveau. Fait que vous pouvez faire des images sans trop y aller. Vous voulez pas vous lever le cœur, mais c'est assez sadique. Oui, c'est assez sadique, merci. Puis je pense qu'il est décédé un petit peu plus tard à l'hôpital, je pense. C'est tout ça? On l'a transféré à l'hôpital à Québec. Il est mort à peu près 2 semaines plus tard de ses blessures. Oui. Je pensais que c'était presque dans la même journée. Oui, puis on va finir là-dessus, mais habituellement, je ne suis pas pour la peine de mort, je ne suis pas pour la violence. Non, évidemment. Mais dans son cas à lui, je vais vous laisser faire votre propre opinion. Oui, votre propre opinion. Et puis, ça va être comme ça, les épisodes. Et j'avais peut-être juste aussi un petit fait saillant, un petit fait divers, pardon, concernant... Il y en a qui ont déjà... Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, mais en allant sur Amazon à un certain moment donné, quand que justement, on a parlé de la prison, puis de ce qui s'est passé avec la mort, puis tout ça, mais il a déjà écrit des choses pour créer dans son livre, dans des livres en cellule. Et puis, il aurait sorti, semble-t-il, un genre de journal, un livre qui décrirait beaucoup de choses, de soit sa vie, ses meurtres, tout ça. Puis, avec le livre il est apparu sur Amazon. Puis, à un moment donné, je me suis demandé comment il a pu apparaître sur Amazon, parce que on sort pas un livre comme ça. Là, quand on est en prison, on n'est pas non plus placé pour faire des choses, des exploits, puis en profiter.
Puis Robert Pickton aurait fait affaire avec un ancien détenu. Je ne sais pas si c'est un ancien détenu ou co-détenu. Je pense que c'est un ancien co-détenu que lui avait eu été condamné pour des agressions sexuelles puis des crimes sexuels. Puis cette personne-là, qui n'était plus en prison, aurait fait affaire avec quelqu'un qui l'aurait réécrit, qui était Michael Childress. Childress ou Childress, je ne m'en souviens plus comment on le dit, mais c'est pour ça qu'on voit Michael Childress sur le livre qui est comme jaune un peu, mais là, il n'est plus disponible parce qu'ils l'ont bien vu aussi, les autorités puis tout ça, puis ils l'ont retiré, donc c'est plus possible d'en acheter. Mais c'était un des faits aussi que je voulais relater par rapport à ça. Donc, en finissant, Robert Pickton, c'était toute une histoire. Très longue histoire. Très longue histoire. Il y en a beaucoup à dire. Trop longue histoire. Écoute, il y a des choses importantes à savoir. C'est bien aussi de comprendre. On a eu le côté psychologique, le côté des victimes, le côté tueur. Malheureusement, on n'a pas le choix et les détails sordides. Désolé à l'avance. C'est pour ça qu'il y a un avertissement en début d'émission. Puis on sait aussi que il y aurait bien des choses qui auraient pu être évitées si on avait pris ça plus au sérieux. Oui. De la part de la police. Dès qu'on aurait eu les premières disparitions, puis qu'on aurait eu les premières, les premières plaintes, on aurait dû déjà s'attarder à ça. C'est des signes. Ça l'a attendu jusqu'en 2001 avant qu'on finisse enfin par embrayer la machine, comme on dit. Oui. Ça aurait pu éviter beaucoup de catastrophes. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Et c'est ce qui fait le tour de notre premier épisode sur Robert Pickton. Donc, on vous dit à bientôt pour un deuxième épisode. Et puis, on vous le dit pas tout de suite, c'est un secret. C'est un secret? C'est à moins que tu veux dire une petite indice. Je te laisse... je peux dire un petit indice, si tu veux. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux. Oui, le silence des agneaux. Ah, d'ailleurs, je voulais aussi mentionner que Pickton, on peut retrouver aussi des films, mais c'est pas des films à gros budget, des films de série B. On peut retrouver un film Le dernier, c'est Squealer. C'est pas un très bon film. Il y a même des erreurs un petit peu dans l'histoire et chronologie, tout ça. Donc, il a été noté à 3.4 sur 10. C'était fait par Andy Armstrong, qui a déjà travaillé aussi sur l'extraordinaire Spider-Man. Donc, c'est quand même un film série B, mais c'est normal. On the Farm en 2016, basé sur le livre. Oui. Qui a été écrit par... le film réalisé par Rachel. Le livre qui a soulevé tout un tollé. Oui. Puis, elle qui a fait ce film-là, je pense que c'est un peu le meilleur, c'est le mieux noté que j'ai vu, par exemple, sur les 4. C'est un film de Rachel Talalay qui a déjà travaillé sur Freddy. Okay. Donc, ça peut... le Freddy de 88 et 85. Et Cry Baby aussi qui a travaillé dessus. OK. Puis sinon, c'est The Pig Farm, c'est un 5.9 sur 10 selon... en fait, il n'y a pas eu de bons films. Il n'y a pas eu des gros films, non. Mais des fois, ça peut être intéressant de voir comment, parce que des fois, en image, c'est le fun. Mais ouais, le prochain indice sur l'épisode 2, on ne dira pas le nom, mais on peut donner un indice avec le silence des agneaux. Donc, à la prochaine, tout le monde. On se revoit bientôt. À la prochaine, salut. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook, YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Restez connectés et profitez de notre contenu exclusif.